franceinter.fr. Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Les vétérinaires. Si j'ai voulu faire vétérinaire, c'est peut-être parce que j'ai vu une petite chienne d'un boulanger de Tourard morte elle pouvait pas accoucher, quoi. Donc je l'ai veillée j'avais 8 ans à l'époque, et ça a peut-être été un facteur déclenchant de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, c'est-à-dire justement la souffrance animale. C'est peut-être une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire véto. L'apaisement de la souffrance animale, mais aussi le bien-être animal. Claude Bourgelat, qui fonde les écoles royales de Lyon et d'Alfort au XVIIIe siècle, dit se préoccuper de l'animal en bonne santé comme de l'animal en mauvaise santé. C'est lui et ses descendants du XIXe siècle qui ont fait passer la France de l'art vétérinaire à la science vétérinaire. Puis, insensiblement, se sont imposées l'expression et la réalité d'une médecine vétérinaire. Elle est maintenant partie prenante dans des débats de première importance pour la santé publique, la transmission des épidémies, la recherche sur l'animal, la qualité de l'alimentation humaine. Les 16 000 vétérinaires de France sont des acteurs importants du présent. L'histoire qui les a longtemps délaissés pourrait peut-être s'intéresser davantage à eux. André Laurent Parodi, bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes pour moi l'incarnation même du concept de médecine vétérinaire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas non plus pourquoi, mais ça me paraît un peu hypertrophique, non? Ah bah, membre de l'Académie de médecine, agrégé. Il y a des agrégés chez les vétérinaires? Il y a eu des agrégés jusque dans les années 94, et ensuite les enseignants des écoles sont devenus enseignants-chercheurs. Il y a un statut identique à celui d'enseignement supérieur. Et donc, un statut parallèle à celui des professeurs de médecine. Monsieur le professeur, vous avez longtemps dirigé l'école d'Alfort. L'école d'Alfort. Effectivement, ça a été une période à la fois active, un peu difficile, mais également de grande joie et de grand bonheur. L'école d'Alfort, elle connaît plus de difficultés aujourd'hui. On aura l'occasion d'y revenir. C'est une des raisons, d'ailleurs, de cette émission qui est consacrée au métier de vétérinaire. Mais si on la décrivait, c'est un des plus beaux campus qu'il y ait en France. Un des plus attachants, en tout cas. Alors, merci de le dire. Puisque nous parlons des vétérinaires et de leur histoire et de leur enseignement, c'est la seule école vétérinaire française qui soit encore établie sur son site de fondation, 1765. C'est aussi un peu, alors mes confrères vont peut-être me trouver un peu hypertrophique, c'est un peu le vaisseau amiral. C'est un peu le vaisseau amiral de la formation vétérinaire. Bien sûr, la proximité avec la capitale est majeure, mais c'est aussi un grand établissement. Alors, quand on entre, il y a la statue du père fondateur Bourgelat, dont vous n'avez pas rappelé qu'avant Alfort, il a fondé une école à Lyon. Mais qu'est-ce qu'il faisait avant Alfort, avant Lyon? Monsieur Gabriel Royard, à l'occasion du 200e anniversaire de l'ouverture de la première école française de vétérinaire, évoque maintenant Claude Bourgelat. Ce Claude Bourgelat, né dans un milieu de bonne bourgeoisie, ayant brillé dans les fonctions municipales et judiciaires, se fait inscrire, après de bonnes études de droit, au barreau de Grenoble. La première fois qu'il plaide, il éprouve le malheur de gagner par son éloquence une cause injuste à ses yeux. C'en est assez pour qu'il rougisse de son triomphe et qu'il abandonne la basoche à tout jamais. En prenant le dégoût des hommes, il a pris le goût des chevaux en servant dans les mousquetaires et en satisfaisant sa passion de l'équitation. Tout ce qui concerne le cheval, sa résistance physique, son tempérament, son caractère, même sa constitution externe et interne le passionne. Bientôt, sa curiosité s'étend à d'autres animaux domestiques, le bœuf, le mouton notamment.
Il lit tout ce qui concerne l'art vétérinaire. Il est effrayé de sa pauvreté, de sa pratique presque entièrement empirique. Il jure de créer une science véritablement digne de sa mission. Alors vous m'avez demandé, je peux faire des citations. Je vous ai dit oui, je peux en faire une alors en échange. La fortune consiste moins dans le bien que l'on a que dans celui qu'on peut faire. Bourgelat. Bourgelat qui commence donc par le cheval. Alors, c'est une très belle histoire. Bourgelat, le commentaire l'a rappelé, est d'abord un juriste, c'est un avocat. Déçu par son métier, il évolue dans cette société de province, qui est une société lyonnaise, un peu élitiste, et finalement, l'histoire de Bourgelat, pour nous autres vétérinaires, commence par sa nomination comme écuyer du roi tenant l'Académie équestre de Lyon. C'est-à-dire que lui, il veut s'occuper du cheval, mais que ceux qui le financent, notamment Bertin, qui a beaucoup d'argent privé, il voudrait qu'il s'occupe de tout le bétail. Oui, si vous me permettez, Jean Lebrun, de revenir quelques siècles en arrière, quelques décennies en arrière, c'est la connaissance, c'est la médecine du cheval qui ont fait la médecine vétérinaire. Le cheval, c'est l'animal de prestige, c'est l'animal de la guerre, c'est l'animal de la communication, de la poste, c'est l'animal de travail. Les plus anciens vétérinaires étaient les hippiatres grecs, les médecins du cheval. Donc le cheval est resté au centre des préoccupations des soigneurs d'animaux, en particulier des maréchaux. Et ce qu'il faut savoir, juste un mot, c'est ce qu'on entend par une académie d'équitation. C'est pas un manège, c'est pas seulement un manège. C'est l'école de formation de la jeunesse dorée. On y apprend des langues étrangères, on y apprend la danse, on y apprend le duel, on y apprend les mathématiques. Donc cette position de Bourgelat, elle est très forte, mais elle est bien sûr centrée sur le cheval. Et alors quand on entre maintenant dans l'école d'Alfort, au beau milieu, il y a les écuries, et derrière l'amphithéâtre d'anatomie, quand on pousse la porte, il n'est pas rare de voir dessiner à la craie, très précisément sur le tableau vert, l'anatomie du cheval. Le cheval et l'anatomie au cœur de l'enseignement au XIXe siècle. Absolument. Le cheval est au cœur de l'anatomie parce que ça reste le modèle emblématique, historique de la connaissance de l'animal. Vous évoquiez tout à l'heure, et le petit commentaire l'a indiqué, que Bourgelat s'est intéressé non seulement au cheval, mais à la vache, cochon, poulet, etc. C'est pas tout à fait exact. En fait, Bourgelat est un politique. Bourgelat a connu Henri Bertin lorsqu'il était intendant de la généralité de Lyon, qui est devenu contrôleur général des finances, ministre des finances de Louis XV. Et c'est Bertin qui, assailli par la pauvreté dans les campagnes, accablé par ce qu'on appelait l'épizootie, la peste bovine, a dit oui, on va former des gens capables de soigner les animaux, mais pas seulement le cheval, aussi les vaches, aussi les moutons, aussi les cochons. Alors il y a l'attente de l'État, et puis il y a la pratique de l'élite enseignante des écoles vétérinaires qui veut au XIXe siècle continuer de rapprocher ce qui est devenu la science vétérinaire de la médecine, qu'on ne quitte pas d'une semelle. Ça, je crois que c'est la plus belle épopée de notre profession. Il faut comprendre que notre profession, et Bourgelat l'a créée, Bourgelat a créé la profession de vétérinaire. Il l'a créée en admettant dans son école vétérinaire de la Guillotière des jeunes gens auxquels on demandait qu'ils sachent lire et écrire. C'était le prérequis. Et puis ensuite, qu'ils soient costauds, forts, qu'ils viennent des campagnes, et de préférence qu'ils soient fils de maréchal Ferrand. Donc on est parti c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais de très rural, de très bas. Et puis il y a eu cette ascension progressive de la profession vétérinaire. Et là, je crois qu'il faut rendre un hommage, mais appuyé, à tous nos anciens, tous nos maîtres, et en particulier ceux du dernier tiers du 19e. Qui travaillaient avec Pasteur. Qui n'était même pas médecin. Et il y avait des vétérinaires qui précédaient l'effort de Pasteur. Alors, Pasteur, on s'en souvient, il y a eu ce conflit entre les spontanéistes, génération spontanée, et puis les infectiologues, ceux qui pensaient à un élément infectieux. Et je crois qu'il faut citer aujourd'hui, rappeler le nom d'un très grand ancien, d'un remarquable ancien, qui est Henri Boulet, qui lui aussi a sa statue dans notre école, vous vous en souvenez peut-être. Henri Boulet
Henri Boulet, après avoir pourfendu la thèse pasteurienne, a été un des plus forts avocats de l'ère pasteurienne. Et je voudrais vous citer, si vous m'y autorisez... Vous avez droit à une citation. Oui. Cette phrase que j'ai trouvée tout à fait remarquable d'Henri Boulet. Henri Boulet s'est exprimé en 1832 à l'occasion des obsèques du directeur de l'école vétérinaire de l'époque, de Renaud, disait « Lorsqu'une profession s'appuie sur les bases solides de la science, elle tend toujours à s'élever et, quelle que soit l'humilité de son origine, elle surmonte dans son mouvement ascensionnel les obstacles que peuvent lui opposer les hommes et les choses. Elle finit par atteindre une attitude sociale dont elle ne peut déchoir. » Alors ça, c'est l'histoire de notre métier. Moi, je vais vous faire une citation autre. C'est une citation de Labiche, parce que là, vous parlez de l'élite enseignante des écoles. Les vétérinaires en masse, il y en a quelques-uns chez les militaires, quelques-uns chez les coloniaux. Ils sont dans les campagnes. Et voici un extrait de la grammaire de Labiche. On l'est en 1867. Les vétérinaires sont souvent ric-rac d'un point de vue financier, parce que ils ont des concurrents qui peuvent être malhonnêtes. Ils sont parfois les agents électoraux du maire, mais voilà que le maire, dans la pièce de Labiche, il est bien embarrassé parce que il n'est pas très avancé en savanceté, comme on dit chez moi, et il sait même pas écrire. C'est Monsieur Chaffinet, votre concurrent, qui fait courir sur mon compte un bruit infâme. Un bruit infâme? Il prétend que j'ai tué votre vache. Mais c'est faux, puisqu'elle était morte avant ton arrivée. Eh ben, écrivez-moi ça sur un bout de papier pour que je le confonde, cet animal-là. Écrire, moi... Et ma fille qui n'est pas là. Mon ami, il est des injures auxquelles un homme qui se respecte ne doit répondre que par le silence et le mépris. Oui, mais moi, je préfère l'aplatir. Vite, écrivez-moi un mot. Tu n'y penses pas, j'aurais l'air de te donner un certificat. Précisément, voilà ce que je veux. Tu as raison, ce certificat, je te le donnerai. Ah! Et plus tard, demain. Mais tout de suite, les électeurs sont assemblés et je veux le faire lire à tout le monde. À tout le monde, et ma fille qui n'est pas là. Il s'agit de ma réputation, de mon honneur de vétérinaire. Allons, voyons, mettez-vous là. Il vous est si facile de griffonner 2 lignes. 2 lignes seulement. Oui, je certifie que ma vache était déjà morte quand le sieur Machu s'est présenté chez moi. C'est pas long. Après ça, en m'appliquant et en faisant des pâtés, je certifie. Oh, nous allons voir un peu le nez qui fera, Monsieur Chaffinet. Eh ben voilà, mon ami. Il y a quelques pâtés par-ci par-là, mais j'ai une mauvaise plume. Oh, ça n'y fait rien. Avec un pareil papier, je suis tranquille. Alors le vétérinaire, il cherche pas à prendre la place du maire. C'est assez tard que les vétérinaires se sont parfois lancés en politique, mais c'est une autorité. Il sait plus que lire et écrire, d'ailleurs. Si vous me permettez une référence historique de l'époque. Un de mes regrettés amis, Pierre Moineau, de l'Académie française, a écrit un livre qui s'appelle Coup d'État, pour lequel il m'avait fait l'amitié de me consulter sur le métier de vétérinaire à la veille du coup d'État de Napoléon III. Et ce livre indique bien que le vétérinaire est un notable, c'est une personnalité influente, mais qui est un homme d'avant-garde. C'est un homme ouvert au progrès, qui lutte contre ce coup d'État qui sont arrivés. De toute façon, le vétérinaire, par définition, André Laurent Parodi, il lutte contre l'empirisme, les maréchaux ferrants qui se disent experts, les hongreurs qui veulent castrer sans science suffisante. Ce sont les gens des Lumières dans les campagnes. C'était un grand combat. C'était un grand combat dans nos campagnes et dans nos villes, que cette lutte qui a opposé les diplômés de nos écoles, les vétérinaires, les privilégiés en l'art vétérinaire, comme c'était la premier titre, et puis ce qu'on appelait les empiriques, les maréchaux experts, qui étaient des gens d'expérience, qui avaient gagné la confiance du monde rural. Alors que les vétérinaires, peu nombreux dans nos campagnes, quelquefois un peu distants, un peu lointains, ont dû affronter. Et ces empiriques n'ont disparu qu'en 1938, avec la possibilité d'exercer encore
leur métier dans nos campagnes. Alors on en vient maintenant à l'époque contemporaine, aux mutations du métier. Voici un vétérinaire rural d'aujourd'hui. Il est à Callac, dans les Côtes-d'Armor. Ça doit être un de vos anciens élèves. Il s'appelle Guy Joncourt. Ah oui. Un éleveur qui a un élevage comme celui où on est là, de Holstein, il connaît ses bêtes. Et il y en a encore beaucoup qui ont des noms. Ça, il y a des génisses qui, quand elles viennent en chaleur, elles sautent les clôtures électriques et vont se faire saillir par un taureau à 800 mètres de là et reviennent dans la pâture. Bon, elles savent pourquoi elles y vont. Donc, c'est pas uniquement un instinct hormonal, c'est aussi une forme à mon avis, d'intelligence. En tout cas, j'ose espérer que je me serai occupé donc pendant toute ma vie d'animaux qui ont une forme d'intelligence. Moi, dans mes 35 ans d'exercice, l'épisode qui m'aura le plus marqué, ce sera l'ESB. Je dis jamais vache folle, parce que les vaches sont pas folles. Mais l'épisode d'ESB m'a contraint d'euthanasier 880 bovins. Hein, pour des raisons qui sont pas forcément scientifiques, mais plutôt politiques. Et ça me restera quand même longtemps en travers de la gorge. Et la voix de Guy Joncourt s'étrangle. Interview par Jean Kergrist, Armor TV, en 2012. Ils ont été là à la clé, les vétérinaires, pendant l'épidémie d'ESB. Je crois que cette encéphalopathie spongiforme bovine, c'est son nom, a été à la fois une des plus grandes crises sanitaires d'origine animale que nous ayons connues dans ces temps contemporains. Et ça a été aussi un remarquable coup de projecteur sur le rôle des vétérinaires dans le maintien de la santé publique. Pour des raisons strictement commerciales, comme l'a rappelé mon excellent confrère Joncourt, on a voulu alléger, faire des économies sur l'alimentation animale, et on a introduit une maladie qui jusque-là était peu connue, mal connue, inconnue, et cette maladie a fait des ravages d'autant plus sévères, d'autant plus redoutables qu'on a reconnu qu'elle était transmissible à l'homme. Et là, les vétérinaires ont été le bras armé à la fois de la lutte contre la maladie animale et de la prévention de ces risques pour l'homme. Alors en matière de prévention, puisque Bourgelat disait je m'intéresse autant à la prévention qu'à la guérison, vous n'auriez pas quelque chose à dire, vous autres vétérinaires, sur ces nouvelles conditions d'élevage qui sont dans un tel excès qu'elles se situent tout le temps à la limite de la pathologie? Je sais pas si effectif énorme. Je ne sais pas si l'analyse n'est pas, pardonnez-moi, Jean, si l'analyse n'est pas un peu excessive. Parce que ce refrain qui dit nous vous faisons manger des animaux malades, des animaux surmenés, etc., n'est pas raisonnable, Parce que une belle production animale, c'est la production d'un animal, sinon heureux, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas élevé dans de bonnes conditions. Et ça, il faut le retenir. Il faut éviter de glisser dans ces errements qui finalement introduisent une méfiance, une sinistrose dans nos productions animales. Vous n'êtes pas partisan de la diminution de la consommation animale dans l'alimentation? Non, je ne suis pas partisan. Nous avons tenu, vous en faisiez partie, une table ronde autour faut-il encore manger de la viande? Des nutritionnistes étaient là, qui nous ont montré que c'était une nécessité et que finalement, comme toute alimentation, comme toute diététique, son caractère raisonnable fait sa qualité. Oui, mais à l'époque, je ne savais pas encore que vous faisiez partie de cette espèce assez rare du vétérinaire chasseur. C'est vrai. Mais est-ce qu'elle a une agression? Alors, on sort un peu de mon champ, mais aujourd'hui, les chasseurs vous diront que ce sont finalement les plus grands acteurs de la biodiversité et de la protection des espèces animales sauvages. Quand vous devenez vétérinaire dans les années 50, 60, le métier commence à se diversifier. Qui aurait pensé autrefois qu'il y aurait tant de vétérinaires urbains, même parfois quelques vétérinaires mondains pour soigner les animaux de compagnie? C'était cette époque où vous étiez à l'école, celle d'un grand succès. Lynn Renaud, sur des paroles de Loulou Gastet. Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc? Combien pour ce chien
vitrine, qui penche la tête en frétillant. Je dois m'en aller en Italie, en laissant tout seul mon mari. Un chien lui tiendrait bien compagnie, en étant toujours avec lui. Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine? Eh bien c'est d'accord, je le prends. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Comme la médecine humaine, nos frères inférieurs méritent, par l'éloquence de leur douleur, muette trop souvent, des soins particuliers. Monsieur et Madame Bénard se sont consacrés uniquement aux soins des poissons. Quelle adresse et quelle intuition demande la guérison d'un poisson malade. Friction, lavement, opération, rien ne manque au traitement. Savoir si le patient répond à ce dévouement. Le métier de vétérinaire évolue avec André Laurent Parodi. Oui, le temps des animaux domestiques, le temps des animaux de compagnie, le temps des nouveaux animaux de compagnie jusqu'aux poissons rouges. Maintenant, quand on entre à l'école d'Alfort, il y a tout de suite, à côté de la statue du père fondateur, Bourgelat, le lieu de consultation pour les animaux domestiques, fréquenté par beaucoup de riverains. C'est tout à fait vrai. La demande sociale, la demande économique a changé, a évolué. 2 points. Premièrement, vous l'avez rappelé, quand j'ai été diplômé de l'école d'Alfort, c'était en 1959, je faisais des remplacements en Vendée. J'avais affaire à des élevages de très petite taille, quelquefois une seule vache, très âgés, des éleveurs qui quelquefois ne parlaient pas français. Et donc il y avait une espèce de capital représenté par l'animal individuel qui était énorme. Aujourd'hui, grâce aux efforts de toutes nos instances sanitaires, vétérinaires, l'élevage français est un élevage parmi les plus sains du monde. C'est un élevage rajeuni. Donc le rôle du vétérinaire dans les campagnes, c'est amenuisé. Je ne dis pas que c'est amenuisé par son importance, mais par le temps passé. Alors le deuxième point. Le deuxième point, c'est la demande sociale que vous évoquez. 40 millions d'animaux de compagnie dans notre pays. 12 millions de chats, 9 millions de chiens. Les nouveaux animaux de compagnie. Iguanes, serpents, tortues, migales et bien sûr oiseaux de volière. Il y a une demande. L'animal est un fait social. Il est entré dans nos villes, il est entré dans nos familles. Et il y a une aspiration des propriétaires animaux pour obtenir des soins de la plus grande qualité. Et donc, une obligation pour nous, formateurs de vétérinaires, de former des professionnels je vois bien, du meilleur niveau, d'assurer des équipements. Votre nécessité à vous adapter, mais en confidence, André Laurent Parodi, le vétérinaire chasseur, trouve pas que le rapport des Français avec certains de leurs animaux domestiques touche à la zoolatrie? Alors, je n'utiliserai pas ce mot parce qu'il y a un grand nombre de propriétaires d'animaux de compagnie. Il y a évidemment ce qu'a connu Louis XV avec les bichons, les lévriers nains, qui sont des animaux réellement de compagnie. Et puis il y a l'animal qui vit auprès d'une personne handicapée, qui vit auprès d'une personne âgée, qui vit auprès de familles quelquefois un peu démunies et auxquelles il apporte sa joie et sa présence. Donc moi je respecte absolument cette importance. La question qui se pose à moi, et je la posais à mes étudiants qui m'avaient fait l'amitié de m'inviter à une causerie, c'est la nouvelle éthique professionnelle vétérinaire. Cette éthique a toujours existé, c'est-à-dire tournée vers le bien-être animal, tournée vers l'aspiration des propriétaires, tournée vers la santé publique. Il y a une nouvelle dimension qui apparaît, c'est quel est le rapport entre l'investissement nécessaire à soigner une maladie d'animal de compagnie et le bénéfice qu'on en attend. Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop loin dans les traitements onéreux. C'est-à-dire que c'est un dialogue qui s'installe entre le maître de l'animal et son vétérinaire. Et il faut que ce couple statue, encore une fois, sur le juste équilibre entre le coût et le bénéfice.
Alors, diversification des tâches. Il faut traiter la mygale après le cheval. On est en ville après avoir été à la campagne. Dites-moi, à l'école d'Alfort, quand vous faisiez vos études, il y avait combien de filles dans la promo? Ma promotion, qui était la promotion 1954, était une grosse promotion de filles. Il y en a eu 2, puis une 3e qui nous a rejoints en cours d'études. Donc, voilà. Première femme diplômée, 1897. Nous étions 90 garçons. Alfort, première femme diplômée 97, et après, il a fallu attendre 34. Et aujourd'hui, c'est elles qui réussissent le mieux. Alors aujourd'hui, les dernières relevés du concours d'entrée 2013, donc, font apparaître plus de 75% de jeunes filles et de jeunes femmes reçues au concours, qui rentrent dans nos écoles. Claude Santelli avait senti ça en 1958. Il adapte le vieux Tour de France par 2 enfants. Et voilà qu'arrive chez les personnages un peu vieillis une femme de décision qui est capable de prendre en main toutes les situations médicales. Il a dû prendre froid, votre gosse. Ça serait pas étonnant, d'ailleurs, avec les courants d'air qu'il y a dans votre clapier. Oh, mon clapier, tu vas voir, c'est moi qui peux me faire attraper tout à l'heure. Hein. Ça, excusez-moi, mais jusqu'à maintenant, j'avais toujours cru que les vétérinaires s'étaient fait... Là, les vétérinaires, ils font ce qu'ils peuvent. Vous savez, quand je me promène l'hiver dans la neige à travers le Jura, tout ce qui me tombe sous la main, il faut que je m'en occupe. Les gens, les bêtes, les oiseaux gelés, tout ça, c'est du pareil au même. Tenez, souvent, il faut même que j'apprenne aux paysans à rentrer les géraniums pour qu'ils ne gèlent pas. Bien sûr, c'est pareil, hein. Ça aime pas le froid, ça a des poumons qui... Voilà que le géranium, ils ont des poumons maintenant, hein. Eh ben, c'est pas si bête, ce qu'il dit là. Ah bah, c'est encore moins l'imbécile. Oui. Eh ben, la prochaine fois que je serai malade, j'irai chercher le vétérinaire. Ben, vous auriez mieux fait d'aller le chercher plus tôt, le vétérinaire. Oui. Pour votre chien, regardez-le. Mettez-moi de l'eau à chauffer. Bien, madame. Mademoiselle. Vous n'iriez pas chez le vétérinaire pour vous soigner? Non, au principe, non. J'y emmène mon chien, c'est tout. C'est le monde de la mer. Il n'y a qu'à nous mettre des plumes sur la tête et on fera les coques et tout ça pour appeler les vétos, quoi. Hein. Vétérinaire, c'est pour les animaux. Les médecins, c'est quand même pour les humains. Voilà, ça c'est un extrait toujours plein de bon sens du journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut après la proposition d'un élu de remplacer les médecins qui manquent dans certaines campagnes par des vétérinaires. Moi, je trouve pas ça du tout absurde. D'ailleurs, vous avez présidé l'année dernière l'Académie de médecine et les uns et les autres, médecins et vétérinaires, concourent à la santé publique. Tout à fait, tout à fait. Sur le point que vous évoquez, je passerai très vite. Chacun son métier, qu'il le fasse bien, chacun dans son domaine. Par contre, le deuxième point que vous évoquez est très important. Les vétérinaires apparaissent, et le public le sait, en particulier au cours on a évoqué l'encéphalopathie spongiforme, mais chaque année pratiquement on nous ramène une crise sanitaire, et dans les 3 quarts des cas, c'est une crise sanitaire d'origine animale. Les vétérinaires sont désormais des acteurs très actifs de la santé publique. Et donc, vous évoquez une instance comme l'Académie de médecine, c'est la collaboration, c'est la coopération entre les médecins de l'homme et les médecins des animaux qui font le succès de l'une et l'autre des professions en faveur du maintien, de l'amélioration de la santé publique. Alors, ascension de la profession de vétérinaire, vous l'avez prêché tout au long de cette émission, André Laurent Paradis, néanmoins une certaine dépression à l'école d'Alfort, 700 étudiants, 140 enseignants, on ne va pas dire le déficit, on va attendre le conseil d'administration de la fin novembre, il s'est creusé, et vous attendez à Alfort des annonces fortes du ministère de l'Agriculture. Mais quand on vous a entendu, on se demande pourquoi c'est le ministère de l'Agriculture qui s'occupe encore de l'école d'Alfort. Voilà. C'est une question cruciale, importante, en particulier à cette époque où nous vivons un essor et un épanouissement de l'enseignement supérieur. Je pense que c'est d'abord l'histoire. Ça a été dit tout au long de cette émission, les vétérinaires sont nés de la campagne, sont nés des productions animales. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les vétérinaires sont des gens de science, des gens de biologie, ouverts vers toutes les professions de santé, toutes les disciplines de santé. Donc, il est vrai que, et personnellement, je prêche pour cette chose-là, nous serions plus à notre aise avec les professions de santé qu'avec les professions agricoles. Sans renier le besoin d'agriculture. Mais moi, c'est mon côté marge de l'histoire. J'ai une interprétation des difficultés d'Alfort. Il y a trop d'histoires. Et les bâtiments sont des classés monuments historiques. Et au centre, il y a ce musée formidable qui n'a pas assez de visiteurs. On pourrait peut-être terminer par une recommandation. Ce week-end, allez donc au musée Fragonard. Qu'est-ce que c'est ? Alors, une phrase, Jean, une phrase. D'abord, pour dire que l'école d'Alfort, encore une fois, vaisseau amiral,
paye le prix de son histoire et de son prestige. Il faut des investissements très lourds pour maintenir ce patrimoine. Le musée Fragonard, lui, il est en Le bon musée état, Fragonard, et c'est extraordinaire. l'histoire de l'art vétérinaire. Fragonard, cousin du peintre bien connu, premier directeur de l'école d'Alfort, grand anatomiste, a créé ce qu'on appelait à l'époque un cabinet de curiosité. Et j'engage le public à venir nous voir, à venir voir ces collections merveilleuses qui ont été d'ailleurs remarquablement mises en scène par mon jeune collègue Christophe de Gers, qui en est le conservateur. Mise en scène par notre jeune collègue Jacques Sigal de cette émission, avec à la technique Élodie Royer, la préparation Frédéric Martin, Elika Negulesco et Franck Olivard.